Juste pour commencer, la fonction rénale, vous savez que depuis une dizaine d'années, de façon tout à fait internationale, on utilise cette classification pour souligner deux choses, que la fonction rénale, évidemment, elle s'évalue et que la maladie rénale et la gravité de la maladie rénale et ses conséquences, à la fois en termes de pronostic rénal, mais aussi en termes de pronostic cardiovasculaire, elle repose sur le niveau du débit de filtration glomérulaire, combiné en fait à l'existence ou non d'une protéinurie et à son intensité. Au passage, vous noterez qu'on ne garde plus les urines de 24 heures pour mesurer la protéinurie. Je le dis toujours parce qu'il y a encore des gens qui le font et c'est casse-pied pour les malades. Alors la maladie rénale chronique, c'est quand même dans l'œil du cyclone. 700 millions de personnes dans le monde vivent avec une maladie rénale, la plupart du temps de façon asymptomatique. 2 millions de personnes sont dialysées dans le monde et là on sait que ça ne représente probablement que la partie émergée de l'iceberg, puisque 90% des gens qui en auraient besoin dans le monde, à part dans les pays qui ont les moyens d'avoir de la dialyse, n'y ont pas accès. Et en France, on a probablement autour de 3 millions de patients qui ont une insuffisance rénale chronique et 90 000 personnes qui sont soit transplantées, soit dialysées. Les courbes juste en dessous vous montrent en fait l'incidence annuelle et la croissance, en fait, l'augmentation qu'on constate des maladies rénales. J'ai pas mis de flèche, mais la France se situe par ici. Donc vous voyez qu'on n'est pas parmi les pays dans lesquels il y a une incidence la plus forte, mais pas non plus parmi les pays les plus protégés de la maladie rénale chronique. Une des choses qu'on sait depuis toujours, en fait, en néphrologie, c'est que nos patients sont à très haut risque cardiovasculaire. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, justement, parce que c'est très compliqué. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une association indépendante significative entre le niveau de fonction rénale et la mortalité cardiovasculaire. Ici, vous voyez qu'en abscisse, ici, on a le DFG, et en ordonnée, on a la protéinurie. Et vous voyez, quand on combine les deux facteurs, on peut noter qu'à partir du stade 3, c'est-à-dire à partir d'un DFG inférieur à 60, on augmente considérablement la mortalité cardiovasculaire pour arriver à des valeurs tout à fait très au-dessus de la population générale quand on a une maladie rénale chronique et a fortiori quand elle est protéinurique. Si on compare la mortalité annuelle de patients qui sont insuffisants rénaux, ici vous avez une comparaison par rapport à la population générale, les hommes, les femmes, et puis la couleur de peau. Et ici, les patients insuffisants rénaux chroniques, en fonction de l'âge, vous voyez qu'on ne rejoint la courbe de la population générale qu'à 85 ans et qu'auparavant, on a une augmentation tout à fait extraordinaire, on pourrait dire, du risque cardiovasculaire et de la mortalité cardiovasculaire chez des patients qui ont une insuffisance rénale. Quand on regarde la mortalité cause spécifique, donc liée à la cause, une des choses qui est tout à fait flagrante dans la population des patients dialysés, qui sont assez différents probablement des patients insuffisants rénaux chroniques non dialysés, c'est les décès par mort subite, qui sont tout à fait la première cause de décès chez le patient hémodialysé, alors que dans les populations de patients qui ont un DFG inférieur à 60 ici ou supérieur à 60, on a également des décès de cause cardiovasculaire pour 30% des cas. Mais on a vraiment cette particularité du patient dialysé, dont une des premières causes de décès est la mort subite. Alors, la cohabitation, si on peut dire, de la maladie rénale chronique et des atteintes cardiovasculaires fait très 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 mauvais ménage. Les liens entre les deux sont hyper complexes. Il y a des choses tout à fait spécifiques à la maladie rénale chronique, en particulier l'atteinte vasculaire, qui est tout à fait spécifique avec des calcifications de la média, qui sont encore plus sévèrement observées chez les patients qui ont un diabète et les patients qui ont une hyperparathyroïdie secondaire. Il y a toute une cascade de mécanismes physiopathologiques autour des modifications de la coagulation, l'inflammation chronique, le rôle des oxynurémiques, qui fait qu'on est dans une situation tout à fait explosive en termes de risque cardiovasculaire quand on s'adresse aux patients insuffisants rénaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en néphrologie, pour essayer de faire de la prévention ? On est déjà un petit peu embêtés parce que vous nous avez pris beaucoup de place, la population générale. Alors, il n'y a pas un Français qui ne sait pas que le cœur, on meurt du cœur, qu'il faut prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais par contre, quand on leur parle de reins, ils tombent de leur chaise. 9 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler de maladie rénale chronique.
Je prends une minute pour ça parce que c'était la semaine dernière, la semaine mondiale des maladies rénales, et qu'on n'avance pas beaucoup. 3 Français sur 4 ne connaissent pas les facteurs de risque. Donc s'ils ne connaissent pas les facteurs de risque de maladies rénales, ils peuvent difficilement être impliqués dans leur prévention. Ils ne savent même pas où sont leurs reins. Moi, j'avais fait un radio-trottoir il y a quelques années. C'est tout à fait amusant de demander aux gens dans la rue combien ils ont de reins et où est-ce qu'ils pensent qu'ils sont situés. Personne ne sait. Donc c'est quand même... On part de loin, voilà. Et puis, finalement, les patients qui sont à risque sont souvent pas suivis pour leur maladie rénale, potentiellement pas dépistés. Ils découvrent, et la moitié des patients découvrent encore aujourd'hui la maladie rénale de façon fortuite. Donc en fait, vous voyez qu'on arrive déjà très 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 tard dans la prise en charge et dans des stratégies de prévention, notamment cardiovasculaires, quand il s'agit de parler des maladies rénales. Alors, ce qui est tout à fait étonnant quand on se replonge dans les guidelines, c'est que les dernières guidelines sur la prise en charge des maladies cardiovasculaires chez l'insuffisant rénal datent de 2005. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait depuis, mais on a surtout travaillé sur tous les déterminants en fait, du risque cardiovasculaire. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. On a quand même des études fondamentales qui nous montrent que ce qui est particulier dans la maladie rénale chronique, c'est qu'on a des facteurs de risque dits classiques et conventionnels, qui sont ceux que tout le monde connaît, l'hypertension, le diabète, le tabac, l'hyperglycémie, la dyslipidémie. Et puis on a des facteurs de risque qui sont dits non traditionnels. Comme j'en ai parlé il y a une minute, on a les calcifications vasculaires, qui sont probablement d'une physiopathologie assez complexe, mais liées aux troubles hydroélectrolytiques, peut-être liées au traitement anticoagulant, et en tout cas vis-à-vis desquels on n'a pas encore beaucoup de stratégies d'intervention tout à fait efficaces. On a l'inflammation chronique, on a la protéinurie, qui est un facteur de risque indépendant, je vous le rappelle, de mortalité cardiovasculaire et d'insuffisance cardiaque. Donc en soi, la protéinurie en elle-même est un problème. Alors si on les prend un par un, qu'est-ce qu'on sait faire sur les lipides ? La prise en charge des dyslipidémies dans l'insuffisance rénale, c'est majeur parce que c'est excessivement fréquent. Plus on va vers la dialyse, plus on augmente le nombre de patients qui sont concernés. On sait que probablement les dosages de lipides conventionnels nous éclairent peut-être pas tout à fait bien sur le risque lié à la dyslipidémie en raison du fait que l'insuffisance rénale augmente probablement la toxicité, la cardiotoxicité des HDL et des triglycérides. Donc il ne faut sans doute pas se fier seulement au LDL pour avoir une bonne idée. On a beaucoup de difficultés à savoir quoi faire dans les traitements, puisque quand on regarde la littérature, en fait, dans beaucoup d'études comme Sharp, 4D, Aurora, on n'a pas montré d'effet de prévention en utilisant les statines chez l'insuffisant rénal, en particulier chez des patients dialysés ou insuffisant rénal sévère. Donc ça pose quand même la question de savoir si on n'arrive pas trop tard pour ces patients pour être capable de montrer une efficacité des traitements préventifs par les statines, et en tout cas la nécessité peut-être d'avoir d'autres études pour avancer. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, nous, en néphrologie, de toute façon, l'hypertension artérielle, ça concerne 80% des patients qui ont une insuffisance rénale sévère ou qui sont dialysés. On a un objectif, nous, de prendre en charge l'hypertension artérielle de manière tout à fait active pour des raisons de néphroprotection. Donc indirectement, évidemment, on intervient aussi sur le risque cardiovasculaire, et je vous montrerai après les recommandations qui viennent de sortir en néphrologie, qui sont assez récentes sur les cibles. Le diabète, on a envie de dire, en néphrologie, évidemment, quel que soit le niveau de la maladie rénale, on traite le diabète et on est attentif à la prise en charge du diabète parce que c'est une des façons d'aggraver la fonction rénale par atteinte microvasculaire. Ce qui est intéressant, c'est que les études en fait, qui cherchent à regarder quelle est l'objectif cible en termes de glycémie et de contrôle glycémique ont montré surtout un effet sur les complications d'ailleurs microvasculaires et moins macrovasculaires chez les patients insuffisants rénaux. Et on sait que le contrôle intensif de la glycémie dans la population particulière des patients insuffisants rénaux sévères ou diabétiques n'est pas forcément une bonne idée. Et en tout cas, n'a pas forcément conduit à mettre dans les recommandations dans cette population un contrôle vraiment particulièrement intensif de la glycémie, et surtout souligne le risque d'hypoglycémie chez nos patients. Il faut dire que manier la plupart des traitements de l'hypoglycémie dans l'insuffisance rénale, du diabète dans l'insuffisance rénale n'est pas toujours très simple. Et puis je vais sans doute laisser nos collègues diabétologues aborder la question des nouveaux traitements SGLT2, antagoniste SGLP1, enfin nouveau, de ces traitements qu'on a envie de donner à tout le monde d'ailleurs, et c'est un peu écrit dans les recommandations pour avoir à la fois le traitement du diabète et la protection cardiovasculaire. Un mot sur les calcifications. Comme je vous ai dit, on a des calcifications qui sont un peu particulières de la média. On a des calcifications des valves cardiaques.
Ça touche les petits vaisseaux. Le risque de calcification de l'artère radiale est multiplié par 45 dans la population des insuffisants rénaux. Donc c'est vraiment une espèce d'épidémie de calcification vasculaire tout à fait dramatique pour nos patients, surtout au stade de la dialyse, pour lesquels on n'a pas énormément d'indications thérapeutiques, si ce n'est peut-être les traitements par les anti-IL-1 qui jouent plutôt sur l'inflammation d'ailleurs et qui sont encore au stade de l'expérimentation. Il y a même des études où on s'est demandé s'il fallait avoir une approche tout à fait intensive et agressive, on pourrait dire, dans la prise en charge exploratoire des patients insuffisants rénaux et qui montre que le traitement dit invasif avec coronarographie et revascularisation chez des patients qui sont très insuffisants rénaux et qui ont une cardiopathie ischémique n'apporte pas de bénéfice. Et encore une fois, peut-être qu'on peut se demander si c'est pas parce que le patient dialysé, c'est un patient chez qui on arrive bien trop tard. Ici, c'est pour illustrer une réflexion sur peut-être de nouveaux traitements qui, dans notre contexte du patient dialysé, vont être intéressants avec les anti-IL-1, qui montre surtout un effet, vous voyez, sur les événements cardiovasculaires majeurs, le décès cardiovasculaire, la mortalité toute cause, plutôt chez des patients qui ont des DFG inférieurs à 60. Donc ça plaide pour intervenir peut-être beaucoup plus précocement, quelle que soit la stratégie à laquelle on réfléchit, plutôt que chez le dialysé où on arrive manifestement trop tard. Pour revenir à la question de tout à l'heure, en néphrologie, on ne sait pas trop quoi faire avec l'aspirine en prévention primaire, parce qu'on n'a pas d'études qui nous montrent que... on a des études qui montrent que probablement on n'est pas très efficace chez les patients dialysés avec l'aspirine, et qu'en tout cas, le rapport bénéfice-risque, souvent d'ailleurs, c'est les problématiques de complications hémorragiques qui nous freinent, mais en tout cas qui sont importantes à prendre en considération. Et cette étude, par exemple, qui est relativement récente, 2022, qui est une étude prospective de cohorte, ne montre pas de bénéfice du traitement par l'aspirine chez les patients insuffisants rénaux, comme on peut l'avoir dans d'autres domaines. Je ne sais pas si j'ai encore une minute pour dire deux mots des recommandations. Ce qui, dans le contexte de la néphrologie, est paru le plus récemment, donc en 2021, sont les nouvelles recommandations des KDIGO sur la prise en charge et les cibles thérapeutiques de l'hypertension artérielle. Si on veut être très rapide et résumé, sans parler de la pédiatrie qui est vraiment un monde à part, on peut dire que la cible de pression artérielle systolique, c'est 120 mm de mercure, quel que soit l'âge du patient. Et on voit encore trop souvent des patients qui, au motif qu'ils sont âgés, ne sont pas à la cible. Dans le traitement du diabète, on n'a pas de bénéfice à aller plus loin dans l'intensification thérapeutique. Chez les transplantés, en revanche, on n'a pas encore la preuve qu'il faut descendre en dessous de 130-80. Et donc, c'est la cible qui a été choisie. Et pour ce qui est des classes thérapeutiques utilisées, bien entendu, en néphrologie, on a tendance à utiliser de manière tout à fait préférentielle les IEC, les ARTAN, parce qu'on a quand même été nourri depuis 25 ans avec les études de néphroprotection, et on sait que ce sont les classes thérapeutiques les plus efficaces pour diminuer la pression intraglomérulaire. Donc on n'est pas du tout gêné de les utiliser en première intention. Et puis les inhibiteurs calciques, et c'est aussi ce qu'on fait en fait en transplantation rénale. Et puis les recommandations de prise en charge du diabète et du traitement du diabète dans l'insuffisance rénale sont également là pour nous proposer vraiment des prises en charge tout à fait holistiques, on va dire, très très larges, qui regroupent finalement tout ce qu'on fait chez nos patients. Il faut savoir que le diabète et l'hypertension artérielle sont les deux principales causes d'insuffisance rénale. Donc en fait, rares sont les patients qui n'ont pas une insuffisance rénale et un diabète ou une hypertension. Et donc on est assez souvent confronté finalement à la prise en charge de tous ces facteurs de risque. Vous voyez que ce qui est tout à fait intéressant et qui change vraiment probablement la prise en charge des patients, mais mes collègues diabétologues vont encore revenir là-dessus tout à l'heure, c'est les nouvelles stratégies de prise en charge en première ligne, avec la metformine qui revient au goût du jour depuis quelques années, et puis avec l'introduction des inhibiteurs des transporteurs tubulaires du glucose, qui sont évidemment une transformation majeure de nos prises en charge aujourd'hui, même si on a encore probablement beaucoup d'études à faire pour affiner probablement la manière dont on les utilise. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que ces recommandations sont très complètes sur le diabète, mais on y reviendra après. Et je vous remercie pour votre attention. Ça, c'est juste pour dire qu'on a relancé le MOOC qu'on a fait sur les maladies rénales il y a quelques années pour essayer d'apporter des informations aux patients, dans lequel d'ailleurs il n'y a pas de chapitre sur le risque cardiovasculaire, même s'il est contenu dans la prise en charge du diabète, de l'hypertension et du mode de vie. Mais c'est sans doute un chapitre qu'il faudrait qu'on y ajoute. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation. Des questions dans l'Assemblée? Ce qui nous choque, nous cardiologues, c'est les statines qui disparaissent du panorama, alors que c'est notre première arme. Non, Est-ce que vous n'avez que la toxicité et pas les bénéfices, c'est ça l'idée? Non, c'est que les études n'ont pas démontré un bénéfice, mais les 3/4 des études se sont portées plutôt sur des populations de patients dialysés ou des insuffisants rénaux très sévères, stade 5. Donc on a 3-4 grandes études qui n'ont pas montré un bénéfice, et du coup, ça ne nous empêche pas d'en donner évidemment dans tous les stades avant la dialyse de l'insuffisance rénale, et probablement d'ailleurs pas de les interrompre forcément une fois que les patients arrivent en dialyse, même si... Après, je trouve que la question d'introduire un traitement n'est pas du tout la même que celle de l'arrêter à un moment donné. Et donc, je n'ai pas cherché dans la littérature s'il y avait des études là-dessus, mais j'aurais envie de dire que probablement une bonne partie des dialysés quand même conservent leur traitement par statine quand ils arrivent en dialyse. Même si on sait, alors parce que ça, il y a quand même des études qui ont été publiées qui montrent que les patients dialysés sont sous-traités pour ce qui concerne tous les médicaments de la prévention des maladies cardiovasculaires, en bêta-bloquants, en aspirine, en statine. Très globalement, ils ne reçoivent pas les traitements que probablement ils devraient recevoir, parce qu'on a toujours peur des effets secondaires et parce que pour certains sujets comme les statines, on n'a pas forcément la preuve de l'efficacité. Et alors, comment vous évaluez le risque coronaire de vos patients insuffisants rénaux, dialysés? J'imagine que le score calcique, c'est pas forcément hyper... je ne sais pas ce que vaut c'est une question que j'aurais quoi. Envie de te renvoyer. Ils ne sont pas calcifiés de partout. Quelle est la valeur du score calcique dans une population de patients dialysés qui sont calcifiés de partout et qui ont 45 fois plus de risque d'avoir une artère radiale calcifiée? Je ne sais pas, moi, répondre à cette question. Ce que je pourrais dire, c'est que la problématique qu'on a, nous, en néphrologie, vis-à-vis des explorations, en tout cas, elle est souvent liée à l'injection de produits de contraste, même si on est absolument d'accord que, évidemment, si on a besoin de faire une coronarographie, on la fait. On n'a même pas besoin de téléphoner au néphrologue. Par contre, il faut informer le patient du risque rénal s'il y en a un, évidemment. Si le patient a un risque important de se retrouver en dialyse après la coronarographie, autant qu'il soit informé. Mais par contre, ça va primer évidemment sur la néphroprotection. Mais ceci étant, on a quand même des stratégies qui cherchent à économiser les produits de contraste, et que peut-être, du coup, on n'évalue pas forcément très bien les patients. Et c'est probablement une question tout à fait majeure dans la préparation à la transplantation, dans laquelle, évidemment, c'est important pour un patient dialysé, hein, mais quand on amène un patient à une transplantation rénale, c'est probablement encore plus important d'avoir des stratégies efficaces d'évaluation du risque cardiovasculaire de ces patients, qui sont tous dans des situations d'insuffisance rénale sévère. On va voir arriver de nouveaux médicaments quand même, comme la finérénone. Oui, alors j'en ai pas du tout parlé, mais on commence à... Et d'ailleurs, ça a sa place dans les recommandations, en particulier dans les recommandations internationales sur la prise en charge de l'hypertension et du diabète. Oui, ça a sa place. Mais plutôt encore en amont, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir les patients identifiés le plus tôt possible. C'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une réflexion avec des études d'intervention sur des patients beaucoup plus tôt que ce qu'on le fait finalement. Parce que la plupart des études sont portées sur... Évidemment, c'est plus facile de faire des études quand on a une très forte prévalence des événements et une mortalité très importante. On a plus de chances de montrer une différence sur une intervention. Mais on arrive beaucoup trop tard, même au stade 5 de la maladie rénale chronique, on est beaucoup trop tardif dans notre réflexion.